En 1959, Chevrolet a fait quelque chose qu'aucun grand constructeur automobile américain n'avait tenté depuis des décennies. Ils ont mis le moteur à l'arrière de la voiture. La Corvair était compacte, refroidie par air et à moteur arrière. Plus Porsche que Detroit, elle s'est vendue à plus de 250 000 exemplaires dès sa première année. Mais General Motors a supprimé une pièce de la suspension arrière pour économiser 15 $ par voiture et cette décision allait déclencher des poursuites judiciaires. Un livre à succès, un scandale d'espionnage industriel, les premières lois sur la sécurité automobile de l'histoire américaine et la destruction quasi totale de la réputation de la voiture. Le plus étrange, une étude gouvernementale finirait par innocenter la Corvair de presque tout ce dont on l'avait accusé, 3 ans après que la dernière soit sortie de la chaîne de montage. Le Corvair est sorti de l'usine de Willow Run, dans le Michigan, avec un 6 cylindres à plat monté derrière l'essieu arrière, refroidi par air au lieu d'eau, enveloppé dans une carrosserie qui semblait appartenir à une route des Alpes suisses plutôt qu'à une autoroute de l'Ohio. Elle était légère, elle était différente, et elle se conduisait comme rien d'autre venant de Détroit. L'homme derrière ce projet était Ed Cole, l'ingénieur en chef de Chevrolet, un type qui avait déjà contribué à créer le légendaire petit bloc V8. Cole avait passé du temps à étudier la Volkswagen Beetle et la Porsche 356, et il était revenu convaincu que General Motors avait besoin d'une voiture capable de rivaliser sur le marché des petites voitures, non pas avec une version réduite d'une Bel Air, mais avec quelque chose de véritablement différent. C'était sa vision. Et la Corvair était véritablement différente. Pas de radiateur, pas de durite de liquide de refroidissement, pas de moteur avant poussant le poids sur le nez. Le 6 cylindres à plat pendait derrière les roues arrière, et la voiture entière pesait environ 1090 kilos. Pour un pays qui avait passé les années 50 à construire des paquebots terrestres avec des pare-chocs chromés et des ailerons de la taille de planches de surf, c'était un virage radical. Mais la vision d'Ed Cole s'est heurtée à un problème qui allait suivre la Corvair pour le reste de sa vie. Pas un problème d'ingénierie, un problème de budget. La Corvair originale utilisait une suspension arrière à essieu oscillant, une conception où chaque roue arrière est reliée au différentiel par un unique demi-arbre pivotant. En théorie, ça fonctionne très bien. Volkswagen l'utilisait et Porsche l'utilisait, mais les essieux oscillants ont une caractéristique qui devient dangereuse lorsqu'un conducteur relâche l'accélérateur en plein virage. L'arrière de la voiture se resserre, la roue arrière extérieure bascule sous la carrosserie et le véhicule survirage violemment. L'arrière revient plus vite que la plupart des conducteurs ne peuvent corriger. Les ingénieurs au sein de General Motors le savaient. Ils savaient qu'une barre anti-roulis avant stabiliserait la voiture et contrecarrerait les pires tendances du système à essieux oscillants. La pièce aurait coûté environ 15 $ par véhicule. General Motors l'a supprimée. La décision a été prise pendant le développement pour maintenir le prix de la Corvair compétitif. 15 $ multipliés par des centaines de milliers de voitures, ça représentait de l'argent réel, et les comptables ont gagné le débat. La Corvair a été expédiée aux concessionnaires à travers l'Amérique à l'automne 1959, sans la barre stabilisatrice que ses propres ingénieurs avaient recommandée. Pendant la première année, ou les 2 premières années, les conséquences ont été lentes à apparaître. La Corvair se vendait bien. Plus de 250 000 exemplaires écoulés rien qu'en 1960, un début solide pour une voiture qui ne ressemblait à rien d'autre sur les routes américaines. Des familles les achetaient, des étudiants les achetaient. La Corvair Monza, avec ses sièges baquets et sa finition sportive, est devenue un véritable succès. Mais les rapports d'accidents ont commencé à s'accumuler. Les conducteurs qui prenaient les virages trop vite ou qui relâchaient l'accélérateur au mauvais moment se retrouvaient en tête à queue. L'arrière décrochait presque sans prévenir, et pour un conducteur américain moyen en 1961, qui avait passé toute sa vie à conduire des berlines à moteur avant et propulsion arrière, le comportement de la Corvair semblait étranger et impitoyable. Les poursuites judiciaires ont commencé à atterrir sur le bureau de General Motors. En 1964, plus d'une centaine avaient été déposées. L'une des plus significatives impliquait une femme, nommée Rose Pierini, dont le bras a été arraché lorsque sa Corvair s'est retournée dans un accident sans autre véhicule impliqué. Son équipe juridique a soutenu que la conception de la suspension arrière était intrinsèquement défectueuse
et l'affaire est devenue l'une des premières grandes victoires en responsabilité du fait des produits contre un constructeur automobile. Il y a eu aussi la mort du comédien Ernie Kovacs. En janvier 1962, Kovacs a perdu le contrôle de son break Corvair sur une route rendue glissante par la pluie à Los Angeles et s'est écrasé contre un poteau électrique. Il est décédé sur les lieux. L'accident a fait les gros titres, et bien que la cause officielle ait été une vitesse excessive sur une chaussée mouillée, le nom de la Corvair était associé à la tragédie dans l'esprit du public. Au sein de General Motors, l'équipe d'ingénierie était déjà consciente du problème. En fait, elle travaillait déjà sur une suspension révisée. Mais la structure organisationnelle de General Motors au début des années 60 avançait à son propre rythme, et les comptables qui avaient supprimé la barre stabilisatrice en premier lieu n'étaient pas pressés d'admettre que la décision avait été une erreur. Pendant ce temps, un jeune homme de Winsted, dans le Connecticut, suivait tout cela de très près. Ralph Nader avait 31 ans en 1965. Il avait été diplômé de Princeton, puis de Harvard Law School, et il avait passé les années après ses études de droit à faire quelque chose d'inhabituel pour un avocat avec des diplômes de l'Ivy League. Il a voyagé. Il a fait de l'autostop à travers des régions du pays où l'industrie automobile façonnait des communautés entières. Et il est devenu fasciné, non pas par les voitures elles-mêmes, mais par ce qui arrivait aux gens à l'intérieur quand les choses tournaient mal. Nader avait commencé à écrire sur la sécurité automobile au début des années 60, publiant des articles dans The Nation et d'autres magazines. Il avait attiré l'attention de Daniel Patrick Moynihan, alors secrétaire adjoint au ministère du Travail, qui avait rédigé ses propres recherches sur la sécurité automobile et qui avait aidé à mettre Nader en contact avec des interlocuteurs à Washington. Nader était vif, implacable et totalement désintéressé par l'idée de se faire des amis dans l'industrie. En novembre 1965, il a publié un livre intitulé « Unsafe at Any Speed ». Le sous-titre était « The Designed in Dangers of the American Automobile » et il s'ouvrait par un chapitre intitulé « The Sporty Corvair », exposant en détail précis le problème de la suspension à essieu oscillant, la barre stabilisatrice manquante, et les débats internes chez General Motors qui avaient été écartés par des considérations de coût. Mais le livre ne parlait pas uniquement de la Corvair. Ce premier chapitre a attiré le plus d'attention, mais l'argument réel de Nader était plus large. Il affirmait que l'ensemble de l'industrie automobile américaine concevait des voitures qui privilégiaient le style et le profit au détriment de la sécurité des gens qui les conduisaient. Il critiquait les tableaux de bord avec des boutons saillants, les colonnes de direction qui empalaient les conducteurs lors des chocs frontaux, et les pare-brises qui se brisaient en éclats tranchants comme des lames de rasoir. La Corvair était son exemple d'ouverture, mais l'acte d'accusation couvrait chaque constructeur de Détroit. Le livre s'est vendu modestement au début. C'était un ouvrage technique dense, pas exactement une lecture de plage. Il aurait pu rester un livre de politique de niche, cité dans des revues juridiques et ignoré par le grand public. Mais alors General Motors a fait quelque chose de spectaculairement stupide. Le département juridique de General Motors, alarmé par le livre et le nombre croissant de procès liés à la Corvair, a décidé que la meilleure façon de gérer Ralph Nader était de le discréditer. Ils ont engagé un détective privé nommé Vincent Gillen et lui ont donné pour instruction de fouiller dans la vie privée de Nader. L'objectif était de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait être utilisé pour saper sa crédibilité. L'équipe de Gillen a mis le téléphone de Nader sur écoute. Ils ont interrogé ses amis, ses anciens camarades de classe, ses collègues. Ils ont posé des questions sur ses convictions politiques, ses relations personnelles, s'il avait des habitudes inhabituelles. Ils cherchaient de quoi le salir, et quand la surveillance n'a rien produit de scandaleux, quelqu'un a apparemment décidé de fabriquer une opportunité. Au moins une fois, une femme séduisante a abordé Nader dans un supermarché de Washington et a tenté de l'attirer chez elle. Nader, qui était de l'avis de tous un individu profondément réservé et presque ascétiquement concentré, a refusé et a immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas. Il a dit à des amis et à des journalistes qu'il était suivi. Au début, les gens étaient sceptiques. Ça sonnait paranoïaque. Un jeune avocat prétendant que la plus grande entreprise du monde l'espionnait. Mais ensuite, les preuves ont fait surface dans une salle d'audience du Sénat à Washington. En mars 1966,
le sénateur Abraham Ribikoff du Connecticut présidait une sous-commission sur la sécurité automobile et Nader avait été invité à témoigner. Au cours des débats, l'histoire de la campagne de surveillance de General Motors est devenue publique. Ribikoff a convoqué le président de General Motors, James Rush, devant la commission. Ce qui s'est passé ensuite est devenu l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire de la responsabilité des entreprises. Rush, le président de General Motors, la plus grande entreprise de la planète à cette époque, s'est assis devant une commission du Sénat des États-Unis et a publiquement présenté ses excuses à Ralph Nader. Il a admis que l'enquête avait eu lieu, l'a qualifiée d'erreur et a reconnu que General Motors n'avait aucune justification pour surveiller un citoyen privé exerçant son droit de critique. Les excuses ont été diffusées à la télévision nationale. Les journaux à travers le pays les ont publiées en première page. Et à cet instant, Ralph Nader est passé d'un défenseur des consommateurs peu connu au plus célèbre avocat d'Amérique. Nader a poursuivi General Motors pour atteinte à la vie privée. L'affaire a finalement été réglée pour 425 000 $, ce qui en 1966 était une somme énorme. Mais ce que Nader a fait de cet argent importe plus que le montant. Il l'a utilisé pour financer la création d'organisations de défense des consommateurs, embauchant des équipes de jeunes avocats et chercheurs qui sont devenus connus sous le nom de Nader's Raiders. Ils ont enquêté sur tout, des usines de conditionnement de viande aux maisons de retraite, en passant par les agences fédérales de régulation, et ils sont devenus l'un des mouvements d'intérêt public les plus influents du XXe siècle. Si vous trouvez ça intéressant, abonnez-vous. Je couvre des histoires comme celle-ci chaque semaine, où la voiture n'est que la moitié de l'histoire. Les retombées politiques du scandale GM se sont propagées rapidement. Le Congrès, qui envisageait déjà une législation sur la sécurité automobile, était désormais sous une énorme pression publique pour agir. En septembre 1966, le président Lyndon Johnson a signé le National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. C'était la première législation fédérale obligeant les constructeurs automobiles à respecter des normes minimales de sécurité. Cette loi a créé ce qui allait devenir la National Highway Traffic Safety Administration, et elle a imposé les ceintures de sécurité, les colonnes de direction rétractables, les tableaux de bord rembourrés et les constructions testées au choc. L'automobile américaine ne serait plus jamais la même, et la relation entre les entreprises et le public non plus. Mais enfouie dans les archives internes de General Motors se trouve une date qui recadre tout. En avril 1965, 7 mois complets avant la publication d'Unsafe at Any Speed, General Motors a discrètement gelé tout développement futur de la Corvair. La raison n'avait rien à voir avec Ralph Nader. Elle n'avait rien à voir avec les procès. Elle avait à voir avec une voiture de Dearborn, dans le Michigan, avec un long capot et un arrière court et un cheval au galop sur sa calandre. La Ford Mustang a fait ses débuts en avril 1964 et s'est vendue à plus de 400 000 exemplaires dès sa première année. C'était une sensation, et elle a anéanti le segment de marché que la Corvair essayait d'occuper. Les jeunes acheteurs qui auraient pu entrer dans une concession Chevrolet et envisager une Corvair Monza faisaient maintenant la queue dans les concessions Ford pour des Mustangs. La réponse de General Motors n'a pas été d'améliorer la Corvair. Ce fut de construire leur propre pony-car. Cette voiture allait devenir la Chevrolet Camaro, lancée en 1967 comme concurrente directe de la Mustang. La Corvair, pendant ce temps, a été laissée à mourir sur pied. La production a continué jusqu'en 1969, mais l'investissement, le marketing et l'attention des ingénieurs étaient passés ailleurs. Au moment où le livre de Nader est arrivé en librairie, General Motors avait déjà décidé que l'avenir de la Corvair n'avait aucun avenir. Le livre n'a pas tué la voiture. La Mustang a tué la voiture. Nader a simplement rédigé sa nécrologie et l'ironie va encore plus loin que le compartiment moteur de la Corvair. En 1965, l'année même où Unsafe at Any Speed a été publié, Chevrolet a sorti une Corvair entièrement redessinée. La deuxième génération a complètement abandonné la problématique suspension arrière à essieux oscillants pour la remplacer par un système entièrement indépendant. La tenue de route était transformée. Les journalistes automobiles ont salué le nouveau châssis, le comparant favorablement aux voitures de sport européennes contemporaines. Le magazine Road and Track a qualifié la Corvair de 1965 d'une des voitures à la meilleure tenue de route en Amérique. Mais à ce moment-là, le mal était fait.
La réputation de la Corvair était ruinée et General Motors n'avait aucun intérêt à la réhabiliter. La meilleure voiture est arrivée juste à temps pour être ignorée. La production a officiellement pris fin en mai 1969. La dernière Corvair est sortie de la chaîne à Willow Run, la même usine où elle était née une décennie plus tôt. La production totale sur 10 années modèles s'est élevée à environ 1 800 000 exemplaires. 3 ans après la fabrication du dernier exemplaire, le gouvernement fédéral s'est enfin décidé à la tester. En 1972, la National Highway Traffic Safety Administration a commandé une étude à la Texas A&M University pour évaluer la tenue de route et la stabilité de la Corvair de 1960 à 1963 par rapport à des véhicules similaires de la même époque. L'étude a testé la Corvair face à des voitures comme la Ford Falcon, la Plymouth Valiant et la Volkswagen Beetle, en les faisant passer par les mêmes parcours de maniabilité dans les mêmes conditions. La conclusion a surpris presque tous ceux qui l'ont lu. Le rapport a conclu que la tenue de route de la Corvair était au moins aussi bonne que les performances de certains véhicules contemporains, aussi bien étrangers que nationaux. La voiture que Ralph Nader avait qualifiée de piège mortel dans le premier chapitre du livre le plus célèbre jamais écrit sur la sécurité des consommateurs ne se comportait pas plus mal que les voitures contre lesquelles elle était en concurrence. Dans certains tests, elle se comportait mieux. La réhabilitation est arrivée en 1972. La Corvair était morte depuis 1969. Ralph Nader était passé à d'autres causes. General Motors était passé à la Camaro. Et le rapport est tombé avec tout l'impact culturel d'un murmure dans un parking vide. Il y a une dernière couche de l'héritage de la Corvair qui mérite qu'on s'y attarde. L'héritage de la Corvair n'est pas une simple histoire de mauvaise voiture, ou d'avocats héroïques, ou d'entreprises scélérates. C'est tout cela à la fois, et rien de tout cela selon le chapitre qu'on lit. Le concept original Dead Coal était ambitieux et innovant. Le 6 cylindres à plat était doux, l'agencement était astucieux, et l'expérience de conduite ne ressemblait à rien d'autre en Amérique. Les gens qui possédaient des Corvair et qui savaient comment les conduire les adoraient. Le Corvair Club of America existe encore aujourd'hui, avec des membres dévoués qui restaurent et font courir ces voitures lors d'événements à travers le pays. La réduction des coûts sur la suspension était réelle et indéfendable. Les propres ingénieurs de GM avaient signalé le problème et la direction a choisi d'économiser 15 $ par voiture plutôt que d'installer la pièce qui aurait prévenu les pires défauts de tenue de route. Ce n'est pas une affirmation controversée. C'est documenté dans des notes internes qui ont fait surface lors des procès. Le livre de Nader, malgré toute son influence, a exagéré l'accusation contre la Corvair, spécifiquement, tout en minimisant à quel point les conceptions dangereuses étaient répandues dans l'ensemble de l'industrie. L'étude de 1972 de la National Highway Traffic Safety Administration a essentiellement confirmé cela. La Corvair n'était pas singulièrement dangereuse. Elle était un exemple d'un problème à l'échelle de toute l'industrie, et Nader l'a placée en tête de son argumentation parce que c'était le cas le plus spectaculaire qu'il pouvait trouver. Et la réponse de GM au livre n'était pas seulement une erreur. Elle était autodestructrice à une échelle presque difficile à croire. Ils ont pris un livre de politique aux ventes modestes et ont transformé son auteur en héros populaire. Ils ont donné au Congrès la couverture politique dont il avait besoin pour réguler l'industrie. Ils ont créé le mouvement consumériste même qu'ils essayaient d'étouffer. Chaque équipement de sécurité dans votre voiture aujourd'hui, les airbags, les zones de déformation, les freins anti-blocage, le contrôle électronique de stabilité, existe dans un cadre réglementaire qui remonte, au moins en partie, à une petite voiture à moteur arrière de 1959 et à l'enchaînement d'événements qu'elle a déclenchés. La Corvair ne méritait pas de mourir comme elle est morte. Elle méritait d'être corrigée, ce qui a fini par arriver, et d'être jugée selon ses propres mérites, ce qui a aussi fini par arriver. Ces deux choses se sont simplement produites trop tard pour que ça change quoi que ce soit. Il y a une Corvair exposée au Smithsonian's National Museum of American History. Non pas parce que c'était la meilleure voiture que GM ait jamais construite, ni la pire, parce que c'était celle qui a changé les règles. Si vous voulez voir une autre histoire ou une décision d'ingénierie à remodeler toute une industrie, cette vidéo est à l'écran maintenant.